Et si on pouvait à nouveau se réjouir du futur? Je suis Grégory Pouy et sur ce podcast, je reçois des penseurs, des chercheurs, des créateurs qui m'aident à voir le monde autrement et à retrouver l'envie d'y aller. Pas avec un optimisme naïf, mais pas non plus avec un fatalisme résigné, mais avec lucidité et avec élan. Allez, bienvenue sur Vlan. L'énergie, elle a une triple problématique. Une problématique de gaz à effet de serre et donc d'impact écologique. Une problématique économique puisqu'elle devient de plus en plus chère. Et une problématique géopolitique d'indépendance de la France. Et peut-être qu'il y a une solution qu'on n'a jamais creusée. On n'en parle pas parce qu'on ne la voit pas. Et ça, c'est son pire ennemi, en même temps qu'une de ses plus grandes forces. Pierre de Brosselet, c'est quelqu'un qui a fait du forage dans le pétrole, dans plein de pays différents, qui a vu des horreurs, qui a marché pendant 3 mois sur les pipelines et qui s'est dit au bout d'un moment, c'est plus possible. On peut pas continuer comme ça. Et qui s'est rendu compte qu'il y avait une solution qui était sous nos pieds. Et c'est d'ailleurs le titre de son ouvrage. La solution est peut-être sous nos pieds, qui est la géothermie. La géothermie, c'est la chaleur de la Terre. Cette chaleur est quasiment infinie et qu'elle pourrait donc fournir tout un tas d'énergie, et notamment de la chaleur primaire, mais pas que. On peut en faire de l'électricité, par exemple. C'est une solution qu'on connaît mal, dont personne ne parle. Et donc, on va faire un épisode entier pour comprendre c'est quoi la géothermie, quelles sont les limites, quels sont peut-être les problèmes que génère la géothermie. Moi, je crois qu'il n'y a jamais aucun risque s'agissant d'industrie. Il peut y avoir des risques écologiques, mais l'art du forage en France est très bien maîtrisé de par toute l'histoire qu'on a en France sur le sous-sol, et puis par la façon dont c'est encadré, réglementairement parlant. Est-ce que c'est possible en France? Est-ce que c'est possible partout? Est-ce qu'il y a des limites? Est-ce qu'il y a des filières? Est-ce qu'on sait le faire en France? Et vous allez voir, Pierre me répond à toutes ces questions-là. Pourquoi les politiques n'en parlent pas? Ce que j'ai trouvé, c'est des ignorants, au vrai sens du terme. C'est des gens qui ne connaissaient pas, qui n'étaient pas suffisamment éduqués, qui n'avaient pas connaissance de la géothermie. Et donc, l'argument le plus fort des pseudo-détracteurs, c'était « mais on connaît pas ». Donc, puisqu'on connaît pas, en fait, ça n'a pas d'intérêt. On parle de tous ces sujets-là. C'est une discussion, je crois, très joyeuse parce que c'est plein d'espoir et plein de solutions. Je vous laisse écouter l'épisode. Ça va vous donner du baume au cœur, je pense. Et vous allez apprendre plein de trucs. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Pierre. Bonjour Grégory. Comment tu vas? Très bien. On va parler de géothermie. Peut-être tu peux d'abord nous expliquer ce que c'est que la géothermie? Géothermie, la chaleur de la Terre. Ok. Donc on revient à un bon principe que connaissaient les Romains, les Chinois, etc., qui dit que la Terre a une chaleur naturelle qui vient du noyau et que cette chaleur est quasiment infinie et qu'elle pourrait donc fournir tout un tas d'énergie, et notamment de la chaleur primaire, mais pas que. On peut en faire de l'électricité, par exemple, mais notamment donc de la chaleur pour nous chauffer, tout simplement. Et j'imagine qu'on va parler de chauffage tout à l'heure, de gaz, etc., oui. Mais ça pourrait venir tout simplement de la Terre. Donc la géothermie, c'est la chaleur de la Terre. Alors, une question que je me pose, parce que là, donc, tu as créé une boîte sur le sujet, mais bien sûr, on va pas nécessairement parler spécifiquement de la boîte. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi personne parle de géothermie quand on a de l'énergie sous nos pieds. Personne ne parlait, on va dire. J'espère pouvoir mettre ce verbe au passé. Parce que d'abord, on en parle un peu. C'est un peu l'énergie que tout le monde aime, que tout le monde apprécie, mais que personne ne fait, pour pas mal de raisons. Et donc, il y a plusieurs raisons que moi, personnellement, je pense bonnes, mais qui sont pas forcément très faciles à dire. Et puis il y a des raisons évidentes, et je vais t'en donner une qui fait référence à moi, ce que j'ai vécu depuis 25 ans avec mes enfants. C'est que je me suis jamais baladé sur l'autoroute ou en voiture avec mes enfants et avoir entendu de l'un d'eux « Papa, c'est quoi cette géothermie ?» Parce que tout simplement, on ne la voit pas. Donc le plus gros avantage de la géothermie, mais son plus gros inconvénient, c'est qu'elle est invisible, puisque par définition, elle est sous nos pieds. Donc on va la chercher sous nos pieds, et les installations derrière restent relativement cachées. Donc on n'en parle pas, parce qu'on ne la voit pas. Et ça, c'est son pire ennemi, mais c'est aussi le plus gros avantage de cette géothermie, puisqu'on le verra tout à l'heure. Elle ne fait pas appel à beaucoup d'emprise au sol, elle est sobre, et dans cette sobriété, il y a la notion de cacher, elle est discrète. Et donc voilà, ça c'est sa plus grande faiblesse, en même temps qu'une de ses plus grandes forces. Alors, j'irai pas jusqu'à dire qu'on n'en parle pas, parce que pour les initiés, elle existe. Elle existe même avec des potentiels qui sont très intéressants, qui sont prouvés, mais elle plaît pas à tout le monde. Elle n'a pas permis, on va dire, l'époque des glorieuses, on va dire, économiques ou industrielles, n'a pas permis à cette géothermie de se rendre nécessaire. Et en fait, c'est le Covid qui l'a rendu nécessaire. On en reparlera. Alors, on va rentrer dans le détail de pourquoi ça n'a pas été nécessaire. Parce que, a priori, quand tu dis elle n'est pas visible, moi, ça me fait appel aux éoliennes
Et aux centrales nucléaires, les gens se plaignent que ce soit très visible, en l'occurrence. En tout cas, les gens qui sont autour. Ouais. Donc, c'est bizarre de dire que le fait qu'elle soit pas visible, ça soit un problème. Non, c'est pas un problème. C'est juste son problème existentiel, au sens où les gens ne la connaissent pas, ne la reconnaissent pas parce qu'elle est pas visible. S'il y a des lobbies anti-éoliens, c'est justement parce que c'est trop visible. C'est le syndrome, tu connais, not in my backyard, c'est-à-dire pas dans mon jardin. On ne veut plus de choses qui nuisent non seulement à la planète, au sens large, mais surtout à son confort visuel ou financier, et je dirais c'est presque normal. Et donc la géothermie, les gens ne la voient pas, donc ils n'en parlent pas. Je dis pas que si elle était un peu plus ou un peu mieux connue, les gens la soutiendraient ou en voudraient. Je dis simplement que tu posais la question du pourquoi finalement cette chaleur dont il est facile de vérifier qu'elle existe sous nos pieds n'est pas connue. D'abord parce qu'on ne la voit pas. Mais après, il y a des raisons plus politiques, voire géopolitiques, et évidemment financières, économiques, qui font que on n'a pas cherché à la rendre plus importante. Et c'est là tout l'enjeu vraiment de la création d'Arverne, c'est d'essayer de faire en sorte que cette géothermie, qui va un peu à contretemps de son époque, parce que c'est tout sauf la mondialisation heureuse, la géothermie, c'est au contraire la relocalisation, quelque part on revient dans les territoires, et donc cette géothermie, moi ce que j'aimerais, c'est qu'elle prenne un tout petit peu plus de place, qu'elle soit plus visible, et là le contexte m'y a aidé. Donc tu dis qu'il y a des raisons politiques, géopolitiques, économiques, qui font qu'on n'a pas fait ce choix de la géothermie. Tu peux nous les exposer ? Ouais, c'est un vaste sujet, donc je sais pas si... on a une heure. On a le temps, mais là tu vas me lancer sur un sujet qui, un, me passionne, et deux, peut souffrir quelquefois de complexité technique. Mais donc, pardonne-moi les digressions techniques, mais il faudra... Mais on va essayer de rester à un niveau politique, et je vais tenter de te répondre d'abord à cette question, c'est quels ont été les intérêts contraires des uns et des autres contre la géothermie. La géothermie, il faut savoir, et ça les études, on va dire techniques et spécialistes le prouvent, c'est que c'est la géothermie, c'est l'énergie, qui est la moins émettrice de CO2. Donc c'est une énergie verte, c'est une énergie qu'on aime bien aujourd'hui puisque elle ne contribue pas ou quasiment pas au réchauffement climatique par l'émission de dioxyde de carbone. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, donc elle est très vertueuse en ce sens. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne l'ait pas privilégiée. Donc ça va un peu à l'encontre finalement de ce que tu peux penser assez naturellement sur le pourquoi on n'a pas utilisé la géothermie. Et même dans la construction de l'infrastructure, tu veux dire. Qui dure quelques mois. Donc pendant la construction, c'est du BTP. Donc effectivement, là, ça émet quelques fumées du CO2, mais sur la vie d'un projet qui dure quelques dizaines d'années, quelqueis 100 ans, c'est rien. Les mois d'installation. Donc quand tu compares, c'est comparé à une centrale nucléaire, à des éoliennes, à l'eau. Plutôt effectivement, alors d'abord du fossile, oui, évidemment, parce que la géothermie vient en priorité contre le fossile, c'est de la chaleur, donc qui vient remplacer le gaz et le pétrole qui eux viennent faire de la chaleur. On apporte du gaz pour se chauffer. On apporte du gaz pour quelques process industriels qui nécessitent de la haute température, mais c'est d'abord pour se chauffer. Okay. Donc la géothermie vient contre le gaz. Donc peu d'effets peu d'émissions de CO2. Mais il est également prouvé que la géothermie est la plus économique des énergies passé un certain temps. Et c'est là où il faut essayer de plonger dans ce sujet de façon un petit peu plus technique, parce que sinon on comprend pas forcément les forces et faiblesses de la géothermie. Mais la géothermie, pour le dire vite, il faut plus d'investissement. Et ensuite, tu ne dépenses quasiment rien, puisque la chaleur, elle est sous tes pieds, elle est gratuite. C'est-à-dire que tu viens pas la chercher 2 fois, la chaleur. Tu fais un trou, et la chaleur, ensuite, elle vient en communication avec la surface, et donc elle est là pendant des dizaines d'années, et tu mets pas un péage pour ta chaleur. La Terre te fait pas payer, on va dire, donc tu payes l'investissement, et après tu ne payes rien. Donc, comme tu ne payes rien, compte tenu de la volatilité des autres sources d'énergie, eh bien, à la fin, tu gagnes toujours. Parce que soit tu mets du bois dans la biomasse, soit tu achètes du gaz à la Russie et aux US. Tu payes toujours quelque chose en plus des installations initiales quand c'est pas de la géothermie. La géothermie, tu construis une centrale, tu fais des puits et après, c'est gratuit. Mais les investissements de départ sont quasiment toujours plus élevés que le reste. Donc, tu affrontes, on va dire, une équation qui est que tu dois payer plus pour ton installation, mais derrière, tu ne payes plus rien. Donc, mécaniquement, les courbes se croisent au bout d'un certain temps. Et ce certain temps, quand tu raisonnes sans subvention, quand tu fais pas attention, on va dire, au coût du forage, etc., eh bien, c'est entre 10 et 15 ans. Donc, qui voudrait aujourd'hui payer une installation de géothermie pour se dire, dans 15 ans, je vais gagner de l'argent?
c'est pas évident quand on raisonne pas sur du temps long. Alors, tu as des gens qui raisonnent systématiquement sur du temps long, donc qui vont faire ce choix. Et la majorité des cas, c'est compliqué parce que le niveau d'investissement est plus élevé. Et donc, tu as affaire à une géothermie qui, sur des temps longs, est plus rentable et sur des temps courts, ne l'est pas. Et aujourd'hui, tu le sais comme moi, on a de plus en plus la vue courte, même chez nos décideurs, hein, qu'ils soient politiques, industriels. On décide au jour le jour, on décide dans l'urgence. Et donc, on a du mal à faire des paris sur des temps plus longs. Donc, cette géothermie, voilà, elle souffre de ça, du fait qu'il faut payer un petit peu plus au démarrage, même si tu gagnes à la fin. Mais si on industrialisait plus, est-ce que ça coûterait peut-être moins de faire ces trous? Bien sûr. Parce qu'il y a ça aussi, il y a une question d'économie de masse. Et là, c'est du bon sens, ce que tu dis. Alors, il n'y a pas que ça, mais c'est vraiment du bon sens. C'est qu'aujourd'hui, étant le parent pauvre des énergies en France et en Europe, eh bien, l'industrie de la géothermie, le forage en particulier, mais pas que, souffre évidemment de coûts qui sont élevés, relativement élevés. Alors que si tu massifies, si tu mets du volume dans la machine, bah forcément mécaniquement, que ce soit au niveau de la supply chain, au niveau de la construction des machines, au niveau de ce que tu vas payer pour tes salariés, enfin pour tes spécialistes, tout ça va baisser mécaniquement. Et après, il y a un peu d'ingénierie, il faut quand même être malin, on va dire, pour essayer de faire baisser tes coûts. Mais on n'est qu'au début de l'histoire, et donc on va voir si le pari d'Arverne est le bon, c'est si en massifiant cette géothermie, ça va devenir plus économique que le reste au niveau de l'investissement. Il y a aussi une indépendance géopolitique. Parce que là, en ce moment, on est vraiment sur des problématiques géopolitiques très fortes avec des dépendances à des puissances que sont les États-Unis et la Russie, pour le gaz en particulier. Pas que, mais quand même beaucoup. Si on arrive à faire plus, ou en tout cas que ce soit à travers la géothermie ou autre, hein, on peut envisager d'autres, parce que les sources d'énergie, ça peut être aussi le chauffage électrique, et du coup faire plus de centrales nucléaires, c'est très long à développer, mais c'est possible. En tout cas, ça demande un plan pour le coup aussi. Ça permet une indépendance géopolitique. Enfin, c'est quand même pas un élément neutre. Tout à fait. En tout cas, je ne sais pas si on parle d'indépendance. En tout cas, on parle d'une arme géopolitique dans un contexte qui n'a jamais été aussi tendu. Et là, très clairement, donc on vient sur ce volet-là. Dès qu'on parle d'énergie, et c'est toute la passion qui m'anime, hein, parce que l'énergie est un domaine passionnant, en ce sens que c'est technique, c'est techno. Ça contribue, on va dire, à l'amélioration du quotidien des gens, mais c'est aussi, finalement, le nœud central de quasiment toutes les grandes décisions des États et des puissances. Aujourd'hui, on assiste au retour des puissances, mais ces puissances, elles réfléchissent quand même principalement, ou en tout cas en très grande partie, à travers le prisme de l'accès à l'énergie. Et donc, et il faut avoir cette grille de lecture quand on regarde tout ce qui se passe à travers le monde. Le prisme de l'énergie peut expliquer beaucoup de choses, hein, depuis la Première Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui. Les États se positionnent en fonction de la capacité d'avoir accès à l'énergie et d'être autonomes pour que leur industrie puisse en bénéficier, dont l'industrie évidemment militaire, etc. C'est un autre sujet. Mais donc l'accès à l'énergie est un des points centraux de la géopolitique. Donc si on fait un peu de géopolitique énergétique, on s'aperçoit que pendant des années, le gaz a satisfait à peu près tout le monde. Évidemment, les pays exportateurs, comme les pays importateurs, typiquement la France, qui, grâce à un prix du gaz peu cher, jouait sur un tableau de fourniture et d'accès à l'énergie qui était relativement facile, puisqu'on fait venir du gaz de mer du Nord, d'Algérie, des US ou de la Russie relativement facilement. Il y a des tuyaux, il y a des pipelines. On parlait pas trop de réchauffement climatique, donc finalement le gaz n'était pas vraiment un souci, sachant qu'en plus il émet un peu moins que le fuel ou le pétrole, donc c'était une bonne énergie de transition. Et puis voilà, c'était techniquement avec une chaudière, etc., relativement facile. Donc les États se satisfaisaient, dont la France, de cette situation, et même leur bénéficier, puisque tu n'es pas sans savoir qu'une grande partie de la fiscalité et des recettes de l'État vient de la fiscalité du pétrole et du gaz. Donc ça bénéficiait à tout le monde, à toi, à moi, aux collectivités, aux entreprises et à l'État. Et évidemment aux pays exportateurs. Et puis patatras, post-Covid et post-Ukraine. Je pense qu'il y a eu un basculement à cette période où le Covid, notamment, nous a montré qu'on pouvait plus se satisfaire de solutions techniques importées. Je prends le cas des masques, même sur des choses basiques. Et la guerre en Ukraine a montré que le gaz, notamment le gaz russe, mais maintenant aussi le gaz US, évidemment, le gaz de schiste, ne pouvait plus faire partie de l'équation. Et là, on se heurte à quoi ? À la faiblesse de l'Europe relative, la faiblesse politique, le poids politique, parce que elle est très endettée, parce que justement elle manque de ressources, et donc dans le bras de fer qui s'engage, elle est quand même moins forte que d'autres. Et donc cette guerre a montré qu'il fallait absolument recouvrer
notre indépendance ou indépendance relative. Et c'est là où revient la géothermie. Donc tout le monde a regardé à droite, à gauche ce qui se passait au moment du Covid et de l'Ukraine en disant mais où sont les vraies options ? Est-ce que c'est le biogaz ? Moi, j'aurais tendance à dire que oui, mais dans quelle proportion ? Et puis c'est pas encore donné. Est-ce que c'est la biomasse ? Potentiellement, mais avec des limites. Hein, on le sait très bien. J'ai pas du tout envie de polémiquer, mais il faut regarder ce que c'est qu'aujourd'hui la biomasse dans les faits, même si c'est vertueux pour certaines raisons. Le solaire thermique, enfin il y a le nucléaire. Le nucléaire est en proie à beaucoup de polémiques, comme tu disais. Et donc la géothermie là-dedans, eh bien, est revenue en force, mais avec un autre souci, c'est qu'on manque de ressources. On manque d'arverne, on va dire. Ouais, d'entreprises qui sont capables de le faire. Alors attends, parce que tu me disais, en restant sur les sujets, il y a des raisons géopolitiques pour lesquelles les gouvernements n'ont pas fait le choix de la géothermie à une époque. Donc c'est parce que ça bénéficie à tout le monde. Pourquoi parce que moi, avant de te rencontrer, j'en avais vraiment. Ouais, c'est logique ce que tu dis. C'est vrai que évidemment le noyau de la Terre il est chaud, donc on peut imaginer qu'on peut aller chercher de la chaleur. On connaît plus les pompes à chaleur. Enfin, généralement, on sait. Enfin, je pense que la majorité des gens ici savent ce que c'est qu'une pompe à chaleur. Là, c'est un peu la même logique, mais pour le chaud. Non, c'est la même logique. Alors, je vais répondre à ta question parce que apparemment, j'ai pas été suffisamment clair. Mais en gros, tout le monde, le gaz bénéficie à tous. Okay. On avait du gaz en abondance et finalement, tout le monde s'en satisfaisait. Ouais. Arrive cette période un peu chaotique et charnière de la guerre en Ukraine et du Covid. Et là, les États, et notamment les États européens, se disent quelle solution il nous reste pour éviter d'acheter du gaz à Poutine et pour éviter de se jeter dans les bras de Trump, parce que l'équation est là. Et donc la géothermie a fait partie de ces nouvelles solutions, alors qu'elle existe depuis 3000 ans. Mais je me souviens notamment, et je le dis dans mon livre, en préface de ma rencontre avec Bruno Le Maire, alors ministre de l'économie, qui me demande ce qu'est la géothermie. Donc tu vois, il y a pas de, il y a pas de honte. Il me dit mais pourquoi alors qu'on parle de pompe à chaleur, pourquoi c'est quoi cette géothermie ? Dites-moi plus, faites-moi rêver. Et en fait, quand il a vu que la géothermie avait un potentiel massif, que 2, on était sur une chaîne de valeur française à 100%, que 3, on pouvait en faire partout, ou quasiment partout en France, en tout cas un certain type de géothermie. Et 4, que c'était finalement, eu égard à son potentiel et l'excellence à la française, j'y reviendrai, que constitue le sous-sol, eh bien on pouvait bouter le gaz dehors. C'est une image, mais elle est pas si allégorique que ça, on va dire. On pouvait bouter le gaz dehors grâce à une énergie qu'on avait oubliée. J'aime à dire que l'énergie géothermale, c'est un peu le géant endormi des ENR. Et c'est exactement ça. Donc la question, ça va être de savoir qui va la réveiller. Maintenant, sur la pompe à chaleur, parce que effectivement, il faut faire un distinguo qui est là aussi un peu technique. On a 2 pompes à chaleur, 2 types de pompes à chaleur. Ta pompe à chaleur, comme tu dis, que tout le monde connaît, qui va aller chercher de la chaleur à l'extérieur, c'est de l'aérothermie. En fait, il va aller capter la différence de température avec l'extérieur. Et puis la pompe à chaleur géothermique, et celle-là, peu la connaissent, et c'est celle qui va bénéficier de la chaleur de la Terre. Et cette chaleur à 200 mètres, puisque c'est 200 mètres dont il s'agit pour cette géothermie, elle est constante. Elle est constante à 15 degrés, et c'est là toute la magie, et le secret, le mystère, mais la magie de la géothermie, c'est que tu sois à Brest, à Toulon, à Pau, qu'il fasse 40 degrés ou moins 40 degrés dehors, tu as toujours 15 degrés à 200 mètres. Et c'est grâce à cette stabilité que ta pompe à chaleur, elle a une efficacité aussi forte. Elle est beaucoup plus forte que la pompe à chaleur aérothermique où quand il fait moins 15 degrés, tu vas chercher du moins 15. Donc, tu as une efficacité nulle. Après, pour les gens qui nous écoutent, ils se disent 15 degrés, c'est pas chaud. Si on est en hiver, s'il fait 15 degrés chez moi... Non, parce que là, pardon, je vais te faire retourner soit au lycée, soit un peu après. Mais après, tu as un principe de Carnot où, en tout cas, tu fais un peu de thermo et en fait, tu te rends compte que les progrès qu'on a fait sur justement le principe des pompes à chaleur a beaucoup progressé. Autant une pompe aérothermique d'ailleurs qu'une pompe géothermique. Et le principe, c'est de se servir d'un petit delta de température pour, grâce à ta pompe à chaleur, justement, un peu comme un frigo inversé, faire du chaud, donc du 50 degrés. Donc c'est ce delta de température qui fait derrière du 50 degrés. Et c'est pour ça que quand tu as du 15 degrés toute l'année, c'est certes pas assez chaud, mais c'est la stabilité du 15 degrés qui est supérieure
mettons aux 5 ou 10 degrés comme aujourd'hui il fait dans Paris, d'une pompe aérothermique qui va lui octroyer son efficacité. Mais le reste, après, c'est la thermo qui fait le reste. C'est la robustesse des pompes à chaleur qui fait que tu peux te chauffer à 40 ou 50 degrés ou mettre de l'eau sanitaire, etc. D'accord, ok. Alors attends, plein de sujets. Ouais. Est-ce qu'il y a des pays dans le monde qui ont développé la géothermie? Est-ce que ça existe quelque part un peu plus avancé, on va dire? Ouais, alors j'aime pas dire oui, mais parce que encore une fois, ça met le doigt sur le fait que la France est plutôt en retard, Okay. même si elle est très en avance sur les techniques. C'est ça qui fait mal au cœur, c'est que la France est un pays de sous-sol. Hein. La notion de sous-sol est importante puisqu'on va faire des trous, on va forer. Il faut une science du sous-sol et ce qu'on appelle cette géoscience, elle est très développée en France. Et ça, c'est l'apanage des pays pétroliers, du pays pétrolier que nous étions, puisque Elf, Total sont nés en France. Et donc, ils ont développé toute cette expertise. Donc, nous avons la capacité à, mais nous n'avons pas eu la volonté de. Je vais compléter d'ailleurs ce que tu posais comme question tout à l'heure, à savoir pourquoi. Le pourquoi, il y a aussi le lobbying. Aujourd'hui, on est, que ce soit à Bruxelles ou à Paris ou en France, on est soumis à des pressions, des lobbies forts qui défendent leur beefsteak, et le lobby de la géothermie n'existe pas. Mais c'est très pragmatique. Ouais, bien sûr. Je veux dire, on n'a pas aujourd'hui la force de frappe pour aller faire évoluer la mentalité ou même les personnes qui tiennent le stylo pour écrire les lois énergétiques en France et en Europe. Donc ça compte le lobbying. Et c'est pas une mauvaise chose. Il faut savoir faire du lobbying intelligent. Et c'est ce que moi j'appelle de mes voeux grâce à l'émergence de projets comme celui d'Arverne. Mais donc, bien sûr que des pays se sont développés. Parce que on est sur une vérité. C'est-à-dire que la géothermie repose sur des faits qui sont simples, sur de la physique qui est simple. C'est pour ça que j'aime à dire que c'est c'est une petite énergie des humbles, mais en fait, qui est l'énergie de la simplicité. C'est très simple, la géothermie. On va forer, on prend la chaleur, on la ressort et on la distribue chez nous. C'est-à-dire qu'on l'envoie pas à l'autre bout de la planète. Eh bien, Oui, ça paraît logique. ça paraît logique. On transporte pas la chaleur, qu'on transporte du pétrole. On n'en a pas besoin. Et donc, certains pays s'en sont rendus compte et avaient de leur côté des intérêts qui étaient différents des nôtres à développer la géothermie pour des raisons politiques, géopolitiques, etc. Donc, si on prend trois exemples. L'exemple de l'Islande, qui est un pays totalement géothermisé. Mais eux, c'est une histoire quasiment de chance, parce que Dame Nature les a favorisés, ils ont une géologie qui est très propice à la géothermie, et donc ils en ont bénéficié. Aujourd'hui, je crois que 100% de l'énergie électrique vient de la géothermie. Enfin, c'est un pays géothermique. Voilà. C'est un pays aussi de geysers, donc tu peux le voir, tu vois les geysers d'eau chaude, etc. Donc finalement, ils pouvaient pas s'en cacher. On peut la transformer en électricité aussi. Ouais, je t'expliquerai tout à l'heure. C'est la géothermie dite haute enthalpie. Mais ensuite, des pays ont fait le choix des pays un peu protectionnistes ou neutres. Et tu vois, on retrouve la Suisse. Et la Suisse, qui est un pays tout à fait neutre, a intérêt aussi à garder sa neutralité énergétique. Et donc, ils se sont géothermisés. Ça veut dire qu'en fait, ils ne dépendent plus ou en tout cas moins, d'autres pays qui pourraient leur mettre une pression politique grâce à l'énergie. Parce que ne nous leurrons pas. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Oui, bien sûr. Encore une fois, on peut lire des événements, je vais taire les pays, mais on peut lire des événements récents de politique intérieure en France qui sont liés à l'approvisionnement en gaz de ces pays. Oui, bien sûr. On imagine l'Algérie. Typiquement, l'Algérie, le Qatar. Oui, voilà, c'est très clair. Donc, gagner son indépendance, comme l'a voulu la Suisse, c'est aussi gagner son autonomie en énergie. La Suisse s'est géothermisée. Je crois... Faut vérifier, mais ça fait plusieurs fois que je l'entends, que la Suisse a interdit, toute construction d'édifices nouveaux sans les passer en géothermie. Ah, ok. C'est-à-dire que tu construis une maison ou en tout cas un appartement, ou un immeuble collectif ou un bâtiment, tu dois faire de la géothermie ou en tout cas tu dois vérifier que ce bâtiment n'est pas éligible si tu veux passer par autre chose. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, c'est toutes les vertus qui s'accumulent. C'est la sobriété, c'est sous le bâtiment. Tu viens mettre tes forages sous le bâtiment, donc ça se voit pas. C'est, y a pas de bruit, il y a pas de nuisance. C'est moins cher à la fin à la fois pour le porteur de projet, mais celui qui louera les logements. Et surtout, tu prends pas ton téléphone pour faire le 06 ni de Vladimir, ni de Donald. Mais, et encore une fois, ça peut prêter à sourire, mais
on est vraiment dans le match de ce qui est en train de se jouer. Bien sûr. Et donc, tout ce que tu peux écouter, essayer de décrypter à l'échelle nationale comme européenne comme internationale, quand tu as cette clé de lecture de la géopolitique énergétique, eh bien, tu te sens moins bête. Est-ce que la Corée du Nord a fait ce choix aussi? Ah, je sais pas. Alors, non, j'allais pas parler de la Corée du Nord, j'allais te parler de l'Indonésie, qui est un pays à fort potentiel géothermique, et donc qui s'en sert aussi. Donc, ils ont une grosse puissance en géothermie, ils ont beaucoup de projets de géothermie électrogène. Donc ça veut dire que tu vas chercher du plus chaud, il faut du 200 degrés pour derrière le transformer en électricité. Et donc pour des pays qui sont soit insulaires, qui ont du mal à importer du gaz, du fuel ou autre, ou qui ont justement fait le choix de cette indépendance, eh bien ça peut être un choix intéressant. Je terminerai par la Turquie, qui est un gros pays de géothermie, l'Italie, historiquement, Marbella, qui est le plus gros site encore en Europe de géothermie électrogène, et chose assez surprenante, mais tu vas comprendre pourquoi, les US. Ah, ok, je savais pas. L'ami Donald a dit beaucoup de bien de la géothermie, mais je pense que les gouvernements précédents aussi, pour plusieurs raisons. D'abord, ils ont compris que la géothermie était bien dans leur mix, hein. Ils ont déjà des projets de géothermie, mais surtout ils ont compris également que c'était l'énergie qui allait permettre de recycler toute l'industrie pétrolière et parapétrolière dans les années à venir. Et donc eux, ils ont une industrie, Halliburton, Exxon, etc., qui est très très puissante. On parlait de lobby tout à l'heure. Eh bien, cette industrie, elle pourra pas durer éternellement. Aujourd'hui, ils sont passés au gaz de schiste, au pétrole de schiste. Ils sont passés au Venezuela, en faisant un petit crochet par Caracas. Mais ils ont des alliances avec l'Arabie Saoudite. Enfin bon, ils ont quand même construit et assuré leurs arrières, on va dire, au niveau politique. Mais si tu parles d'avenir, eh bien, ils parlent de nucléaire, ils parlent un peu moins de NR que l'Europe, mais oui, surtout Trump. Ouais, mais la géothermie est un peu moins politisée. Voilà, la géothermie plaît plus à gauche, à droite, démocrates, républicains là-bas, et donc ils s'y mettent notamment en se disant, bah voilà, les appareils de forage, on va leur faire de la géothermie, c'est quand même pas idiot. De manière très concrète, tu te parlais tout à l'heure de 200 mètres et puis de 2000 mètres. À combien il faut creuser pour avoir de la géothermie? Enfin, je veux dire, est-ce que c'est possible, donc ça, et est-ce que c'est possible de l'avoir de manière individuelle dans sa maison? Bien sûr, moi je l'ai. Et c'est franchement ceux qui passent en géothermie, j'ai rarement vu des gens qui feront le chemin à l'envers, parce qu'encore une fois, c'est tout le monde le comprend en fait. Et donc et puis toutes les vertus que j'ai énoncées tout à l'heure de sobriété, etc., tu le retrouves chez un individuel comme chez un industriel, comme chez un réseau de chaleur. Donc tu peux faire à toute petite échelle. Maintenant, il faut trouver les boîtes qui le font, c'est-à-dire qui ont un modèle adapté à ta problématique à toi de maison. Et puis tu peux le faire sur des projets gigantesques. À l'heure où les data centers vont pousser comme des champignons, paraît-il, bah c'est pas idiot d'essayer de trouver des sources d'énergie, pour le coup électrogène, au droit du data center. Ça, la géothermie le permet. On a quand même une grosse problématique en France, qui est celle des réseaux électriques. On veut électrifier le pays, donc via du nucléaire, de l'hydro et de l'ENR. C'est plutôt, je pense, une bonne trajectoire pour se débarrasser du fossile, du gaz et de la dépendance. Mais encore faut-il penser à toute la chaîne, et dans cette chaîne, il y a les réseaux électriques qui pourraient saturer. Donc la géothermie vient les décharger, vient aussi résoudre une problématique à laquelle on pense pas forcément, c'est celle de la saturation des réseaux. Parce qu'elle vient, au droit des installations, fournir de la chaleur ou de l'électricité. Et au niveau individuel, globalement, combien ça coûte de mettre de la géothermie? Si je vais à une maison et je me dis, tiens, j'ai un projet de maison, ou j'ai une maison, et je me dis, tiens, je vais mettre de la géothermie. Enfin, on parle de combien? Tu prends, de quoi? Allez, si on prend le prix d'une chaudière à gaz, donc le truc classique, ou au fuel, eh bien, on multiplie par 2, en gros, et on a le prix d'une géothermie. Alors évidemment, ça dépend de l'échelle, ça dépend de la taille, mais pour un pavillon de 200-300 mètres carrés, en gros, cette règle du pouce est à peu près valable. Donc, c'est pas rien. Parce que déjà, il faut se payer l'énergie, etc. C'est un vrai poste de dépense de plus en plus compliqué pour tout un chacun. Mais donc, quand il faut dépenser 20 000 € pour une chaudière, eh ben, une géothermie, ça peut être 40 000. D'accord. Et donc là, on a un problème. C'est là que je disais, il y a un mur d'investissement qui est très difficile à résoudre quelquefois, mais derrière, on n'a plus de facture de fuel, on rachète plus du fuel, on rachète plus de gaz, on
on n'est plus confronté à la baisse et la volatilité la baisse et l'augmentation continue du cours, ouais. Et donc voilà, donc en gros tu prends le prix d'installation, tu doubles et t'as le prix d'une géothermie. Alors évidemment c'est pas tout à fait exact, mais ça peut donner un ordre d'idée. Ok. Quand tu disais tout à l'heure, il y a des pays ou des zones qui sont plus ou moins favorables à la géothermie. Moi, dans ma tête, je me dis, la Terre, elle est ronde, donc a priori, on doit tous pouvoir forer, on doit tous pouvoir aller chercher de la chaleur au centre de la Terre. Alors, j'imagine que quand t'es en haut d'une montagne, c'est un peu différent que quand t'es en bas de la montagne, mais quand même. Non, t'as entièrement raison. Sauf que là aussi, je vais devoir faire une petite digression technique, c'est que il faut distinguer 2 voire 3 géothermies. La géothermie pour chauffer une maison, des puits à 200 mètres, ça tu peux le faire partout. Même en haut d'une montagne, ça marche. Okay. Tu vas avoir le delta de température, alors ce sera peut-être un peu moins chaud à 200 mètres quand tu es sur une montagne à 2000 mètres, mais le principe thermodynamique fonctionne. Okay. Donc ça, tu peux le faire à peu près partout. Il y a certaines zones où il faut faire attention parce que les terrains s'éboulent. C'est ce qu'on appelle les zones rouges en France. Mais sinon, c'est partout, en France et ailleurs, hein, aux US, oui. En Pologne, en Algérie. Après, les législations diffèrent. C'est-à-dire qu'en France, on a dit on s'arrête à 200 mètres. En Suisse, je crois que c'est un peu plus. Alors, pourquoi on a dit on s'arrête à 200 mètres ? Parce qu'il a fallu cadrer, on va dire, cette géothermie, et que si on pouvait aller forer à 500 mètres, ce serait peut-être un peu la foire d'empoigne, où les projets seraient encore plus complexes, donc on a dit 200 mètres. Et 200 mètres, ça permet de chauffer des maisons à l'échelle individuelle ou du petit collectif. Ça, c'est une première géothermie, qui est la géothermie de Madame Michu. Tout le monde peut en faire. Tout le monde peut en bénéficier. L'autre géothermie, c'est la géothermie un peu plus profonde, où là, il faut aller autour de 2-3 000 mètres en France, et on va chercher du chaud. Là, pour le coup, non seulement c'est plus chaud, mais il faut remonter de l'eau. Là, on cherche ce qu'on appelle des aquifères. On cherche de l'eau chaude, qu'on remonte à travers des tuyaux. Donc, on fore un puits à 2000 mètres, on remonte l'eau chaude, et par un bête système d'échangeurs, on capte cette chaleur qui, derrière, va dans... Ça reste de l'eau chaude, hein, va dans les tuyaux, par exemple, des réseaux de chaleur, comme il y en a sous nos pieds à Paris. Et une fois que l'eau refroidit, on fait un deuxième puits et on la réinjecte au même endroit. Voilà, ça, c'est le principe de base d'une géothermie vertueuse. Donc elle tourne. Donc elle tourne. C'est pour ça que je te disais, ça peut durer 100 ans. C'est que comme un chauffage, je me souviens, les chauffages au fioul, ça marche comme ça. C'est-à-dire il y a de l'eau qui circule. Ouais, sauf que l'eau qui circule du chauffage au gaz ou au fioul, c'est que le fioul ou le gaz ont réchauffé l'eau, oui, et après tu l'envoies dans ton circuit. On fait monter de l'eau chaude qui circule et ensuite elle redescend. Et mais pour ce faire, on tombe dans un cadre qu'on appelle le cadre du code minier, donc c'est tout ce qui régit la vie du sous-sol, et c'est très bien encadré en France. C'est mieux. Et donc là, il faut pas mal de délais, c'est des autorisations à obtenir. C'est plus long, c'est plus complexe, et pour le coup, Dame Nature, c'est elle qui régit la géothermie, puisque, comme je le disais, il faut de l'eau chaude, et de l'eau chaude à 2000 mètres ou à 1000 mètres, on n'en trouve pas partout. Voilà. Ah, d'accord. Donc là, on a certaines régions en France qui sont éligibles et d'autres qui ne le sont pas. Donc, comme lesquelles, par exemple ? On a une sorte de diagonale qui va du sud-ouest au Grand Est, en passant par l'Auvergne, le Rhône-Alpes, Paris, jusqu'en Alsace, où là on a des bassins qui sont très propices. Par contre, si tu me dis par exemple la Bretagne, on sait que ce sera très compliqué d'aller vers cette géothermie. Donc il y a des zones qui ne seront pas malheureusement éligibles à ça. Quand on fait des trous comme ça. Profond, je sais pas quelle est la taille du trou, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque écologique au bout d'un moment ? Parce qu'en fait, il y a les écosystèmes qui sont en dessous, bien sûr, mais en dehors de ça, je sais pas, je me dis, de faire des trous, est-ce que ça peut être problématique ? Alors, si on en faisait partout, tout le temps, je dis pas. Et encore, si on en faisait beaucoup, ça veut dire finalement on améliorerait le process. Mais la réponse, elle peut pas être non, il n'y a pas de risque. Parce que je serais un menteur si je disais, moi je crois qu'il y a jamais aucun risque s'agissant d'industrie. Il peut y avoir des morts sur le chantier, il peut y avoir après des risques écologiques, c'est-à-dire mettre en communication des nappes d'eau potable, ou aller polluer une nappe d'eau potable. Bien sûr que ça existe, mais on va dire l'art du forage en France, parce que c'est presque un art de forer. Ouais, ça m'est. C'est de l'industrie, quoi. Ouais, et très bien maîtrisé de par, comme je le disais, toute l'histoire qu'on a en France sur le sous-sol, et puis par la façon dont c'est encadré, réglementairement parlant. Quand on fore un puits en France,
il est validé, archi-validé plusieurs fois par différents organismes, dont la DREAL, par exemple, donc qui valide la façon dont on fore, qui valide la façon dont on architecture le puits, etc. Et donc, il est très très rare, c'est pour ça que je parle pas de risque zéro, mais qu'il y ait des incidents ou des événements écologiques, type pollution de nappe phréatique, ou on en a beaucoup parlé en Alsace, ou sismicité. Voilà, il faut faire attention parce qu'on nous a dit on a entendu que le forage avait induit de la sismicité à grande échelle. Alors, il y a eu des événements, c'est pour ça, encore une fois, il faut faire très attention avec la notion de risque, mais qui se sont expliqués, pour le coup, par des façons de faire techniques qui n'étaient pas les bonnes et qui ont amené, dans un cas très particulier, à de la sismicité induite, c'est-à-dire des petits tremblements de terre qui ont eu des conséquences mineures en surface, mais enfin quand même qui existaient, dans une région qui elle-même est une région sismique naturelle, parce que c'est une région qui travaille beaucoup au niveau des plaques, et donc elle est naturellement sismique. Donc voilà, le risque zéro n'existe jamais, s'agissant d'industrie et d'énergie. Pour autant, les vertus que j'expliquais tout à l'heure compensent très largement, à mes yeux, ce risque relativement faible, voire très faible, d'événements écologiques. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça a un impact, le fait qu'il y ait potentiellement des grosses inondations à venir en France ou des... Moi, je dirais alors, pour le coup, ça participe à des événements de dérèglement climatique qui dépassent très largement le cadre de l'énergie et évidemment le cadre de la géothermie. Pour autant, il y aura des inondations, mais il y aura aussi des sécheresses. Oui. Donc, on a vécu il y a 3 ans, et je le sais d'autant mieux que je suis un terrien dans mon pays Arverne, et donc j'ai vu de mes yeux vus sur des projets agricoles des stress hydriques, des sécheresses qui ont évidemment des conséquences désastreuses pour l'agriculture. Inversement, alors qu'on prédisait plutôt des périodes de sécheresse longues, on s'aperçoit qu'il y a eu beaucoup d'eau ces derniers mois. À certains endroits, on parle d'inondations, et là, on est en train de vivre des événements d'inondation. Donc, c'est un vrai dérèglement climatique. Moi, je crois que la géothermie, aujourd'hui, aide et participe à la meilleure compréhension de ces phénomènes, à la meilleure compréhension de solutions pour les stress hydriques, parce que la géothermie, on va quand même sous la terre, on comprend les systèmes géosciences et donc qui sait, un jour ou l'autre, la géothermie pourra aussi fournir des solutions pour aller chercher de l'eau potable. Il y a beaucoup d'eau potable enfouie très profond sous nos pieds. D'accord. Et donc, je crois que voilà, la géoscience, au même titre que beaucoup d'autres choses dans le secteur de l'énergie, participe à une meilleure compréhension technique de notre écosystème vivant, de la Terre, et de ce dérèglement global qu'on est en train de vivre, puisque plus qu'un réchauffement, je pense qu'on voit que c'est un bazar qu'on a du mal à décrypter. Une des critiques qu'on fait en général aux ENR, aux énergies renouvelables, c'est la non-prédictabilité parce qu'en fait, il n'y a pas toujours du vent, il n'y a pas toujours du soleil, et l'incapacité de stocker cette énergie. Par rapport évidemment aux centrales nucléaires qui sont des usines à créer de l'énergie stockable, qu'on peut demander à n'importe quel moment. Il peut y avoir des énormes stress électriques, et dans ce cas-là ça marche plus, mais enfin dans l'absolu quand même c'est très fiable et c'est 100% de capacité. Peut-être pas 100%, mais disons 85%. Qu'est-ce qu'il en est pour la géothermie? Je dois rester focus sur la géothermie, ou je peux mettre un petit coup derrière la tête Oui, tu fais comme ça. Ou non, je serai pas polémique. Non, on est suffisamment fort en France pour antagoniser les énergies, et c'est vrai que c'est un vrai sujet. Et je crois qu'il y a un mix, la notion de mix, j'aime pas le mot, mais quand même il est quand même assez, il est central. Il faut trouver le bon mix. La question, c'est de trouver le bon équilibre. Et le problème, c'est qu'on a vachement politisé ces dernières années la question de l'énergie. On a fait des mauvais choix, il faut aussi le reconnaître. Pas que. Et puis un des mauvais choix, ça a été de pas parler de géothermie. Donc c'est terrible, mais la géothermie n'a pas participé à toutes ces questions qui sont essentielles. Celle que tu parles du stockage, tu parles de la pilotabilité, c'est le fait d'être pilotable. Tu parles justement de trouver l'équilibre et le mix intelligent entre l'électrogène et la chaleur, etc., etc. L'énergie, la géothermie n'a pas trouvé sa place dans le débat. Or, elle aurait pu apporter beaucoup de choses, puisque d'abord, on revient sur un bon principe de base, il y a plus de 50% de l'énergie primaire, le gaz, l'électricité, quelle qu'elle soit, qui sert à faire de la chaleur, à nous chauffer. Donc la géothermie, elle va chercher de la chaleur primaire, donc c'est quand même pas idiot.
Et ensuite, cette énergie, donc, qui est un bon complément au reste, et là c'est central, ce qu'on dit, c'est qu'elle est prédictible. Aujourd'hui, je peux construire une géothermie pour ma maison ou pour une ville, et je l'arrête si jamais j'ai un souci, ou je l'arrête si jamais il y a un surplus de je sais pas quoi, ou un besoin de couper, mais je peux la réouvrir à la seconde. C'est-à-dire que je pilote ma source d'énergie et je suis pas dépendant de conditions qui sont extérieures. Donc c'est un des gros avantages de la géothermie, là, comparé à d'autres énergies renouvelables, telles que le solaire et l'éolien, où on est dépendant, comme il est facile de le comprendre, du vent et du soleil. Le problème, c'est qu'il y a plus de soleil en été, et c'est là où on en a le moins besoin. Donc là arrive la question du stockage, et je reviens à cette notion de compréhension du sous-sol. On va pas forcément stocker dans des batteries. On pourrait stocker aussi, mettons, de l'hydrogène dans des réservoirs. Donc des réservoirs à 1000 mètres, à 2000 mètres, ça dépend. Mais donc encore une fois, le sous-sol apporterait une brique à cette grande équation énergétique. Tant qu'on le fait pas, on s'ampute d'une option, d'une carte, et qui, à mes yeux, est une carte maîtresse. Ouais. Mais à t'écouter, on se dirait que la géothermie, ça pourrait quasiment remplacer intégralement le pétrole, alors qu'en fait non. Ce que tu dis, c'est une partie du mix, pas l'intégralité du mix. Donc, à quel pourcentage on peut envisager dans le mix la géothermie? Non, c'est une question, c'est une excellente question. Elle est piège. Et là aussi, j'appelle de mes voeux à ce que des études plus poussées, plus globales, puissent montrer aux décideurs, et notamment aux politiques, que la géothermie n'est pas le petit poussé sympathique avec quelques dizaines de térawattheures qu'on met dans la PPE. C'est pas ça. La géothermie, et encore une fois, là j'appelle de mes voeux à ce qu'on lise des études très sérieuses, je peux en nommer mais ça n'apporterait pas. La géothermie a un potentiel gigantesque. Certains disent bien supérieur à tout le potentiel du gaz et du pétrole depuis qu'on l'exploite. Tout simplement parce qu'encore une fois, c'est là, c'est sous nos pieds, c'est gratos, et le noyau, il va pas se refroidir. Et donc, on aura un problème. on aura un problème. Mais et donc, pour répondre au point du potentiel, nous, on estime qu'il pourrait remplacer le gaz, pas le pétrole. Le pétrole pour les voitures, etc., c'est encore autre chose. Mais à tout le moins, le gaz, qui représente 400 TWh importés par an, c'est-à-dire entre 40 et 80 milliards d'euros jetés par la fenêtre. C'est des dépenses sèches. Je pense que c'est pas rien. On parle de sommes qui sont colossales. Cette dépense sèche devrait pouvoir être remplacée à minima de moitié par la géothermie. Nous, on estime que ça pourrait être la totalité, mais maintenant, il faudrait s'y mettre très sérieusement. C'est-à-dire qu'il faudrait un plan décennal ou un plan national, européen, de géothermie en France. Ça se dessine, on le voit petit à petit, parce qu'il y a eu certains plans timides qui se sont mis en place. On peut dire que c'est une blague, on peut dire que c'est politique. Moi, je crois que c'est une bonne intention, mais qui ne révèle pas tout le potentiel. C'est-à-dire que ceux qui ont signé ces plans, je pense, n'ont pas encore perçu le potentiel. Donc oui, il y a le potentiel pour remplacer le gaz. La question, c'est quand? Si c'est sur 150 ans, est-ce que ça vaut vraiment la peine de s'y mettre? C'est la question. Est-ce que le Français qui parle le plus d'énergie, ou en tout cas que les Français le connaissent le mieux, Jean Covici, lui, il parle beaucoup de nucléaire. Il parle pas tant que ça, je crois, de géothermie, ou alors c'est moi qui suis passé à côté des articles et des prises de parole. J'ai cherché aussi. Disons qu'on lui pose la question, je pense qu'il en parle avec beaucoup de positif, mais là aussi en ne percevant pas le rôle que pourrait avoir la géothermie. Je pense qu'il voit beaucoup de freins, notamment comme je le disais, l'accès au sous-sol, les barrières techniques, etc. Et puis il a sans doute oublié de se pencher sur la question. On a vu Carbone 4, qui est son bureau d'études, parler de géothermie et de chaleur. Donc il y a des gens, on va dire en interne, qui en parlent. Lui, il faut savoir que Jean-Marc Jancovici, c'est quand même monsieur nucléaire. Enfin, c'est quelqu'un qui défend. Il est sponsorisé par EDF. Je sais pas s'il est sponsorisé par EDF, mais en tout cas, il prône dans sa vision d'un mix, un retour au nucléaire massif. Mais ce serait intéressant de lui poser la question, puisque moi, je considère que la géothermie est le pendant parfait du nucléaire pour la chaleur. Le nucléaire, c'est quoi? C'est de l'électron produit à très bas carbone, à très bas coût,
Donc c'est une électricité très vertueuse, qui est souveraine, qui est pilotable, qui est décarbonée. Et de l'autre côté, on a la chaleur géothermale, qui est pilotable, décarbonée et souveraine. Donc on pourrait former une espèce d'assos là, des énergies souveraines. Et c'est vrai que c'est un peu dommageable, hein, et c'est pas du tout une critique. J'aimerais beaucoup en parler avec Jean-Marc Jancovici, de cet oublié qui, pour un expert, je trouve, fait un petit peu tâche. C'est étrange. Hein. À l'inverse, vous prenez un Bertrand Picard, qui n'est pas un spécialiste de l'énergie, mais quand même, Qui est beaucoup sur l'hydrogène, non ? qui est beaucoup sur certaines causes. Il adore la géothermie. Donc en fait, je pense qu'il faut se creuser, il faut se pencher, lapsus, sur le berceau de la géothermie pour voir que non seulement elle a beaucoup de bonnes faits, mais voilà, il y a des gens qui n'ont pas envie d'en parler. On le disait, ça peut être une question de lobby ou d'être plutôt pro quelque chose d'autre. Et la géothermie n'a pas eu, depuis des décennies, cette capacité, parce que la géothermie, elle est pauvre. C'est bien, parce que c'est un ingénieur, donc a priori, il est quand même très pro ENR. En tout cas, il est très contre le pétrole. Et lui, ce qu'il dit globalement, c'est qu'à notre niveau de consommation, on peut pas envisager autre chose que le nucléaire. Bien sûr, on pourrait envisager d'autres choses si on réduisait de manière massive notre consommation, mais bon, ça va pas arriver. Enfin, à moins que ce soit sous la contrainte du prix ou une contrainte géopolitique, ou une contrainte juste mécanique. Donc voilà, d'où le nucléaire. Mais ça me paraît étrange pour un ingénieur de son niveau de pas, enfin c'est pas mon ami, je le connais pas, mais de pas envisager ce sujet. Non, faut pas croire qu'il n'y a pas de dogme dans la science. Hein. Les scientifiques sont des gens comme vous et moi. Ils ont aussi leurs certitudes et il y a des sujets qu'ils n'ont pas envie de creuser. Moi, je fais le pari que Jean-Marc Jancovici ne parle pas de géothermie parce qu'il ne la connaît pas, et puis parce qu'il défend un combat qui n'est pas forcément totalement en lien avec la géothermie. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'il faut se débarrasser du fossile. Il a ouvert les yeux sur le fait que il y avait quand même un souci et qu'on était dans un monde fini, où il y avait aussi on va dire des limites physiques à l'énergie, notamment. Après, à côté de ça. Et donc c'est pour ça qu'ils prônent aussi non pas une décroissance, mais enfin un ralentissement de l'industrie entre guillemets ou de ce qu'on consomme, parce qu'on n'y arrivera pas, tout simplement. Ça, c'est une question d'accès à l'énergie. Et après, ils pensent à juste titre que le nucléaire est une énergie vertueuse pour de nombreuses raisons, mais qu'elle est aujourd'hui un peu mise à mal par justement les ENR. Je dirais pas qu'il est pro-ENR, je pense qu'il est il est en faveur d'un mix intelligent, mais comme beaucoup aujourd'hui, on voit qu'on a un retour en masse et en force du nucléaire, malgré les décisions qui ont été prises ces dernières années, décisions politiques, et qui se marient pas très bien avec une politique massive en faveur des ENR. Il y a une incompatibilité quelque part, donc il y a un équilibre intelligent à trouver. Pour moi, c'est tout le sens, et c'est passionnant de ces débats où il va falloir trouver ce bon équilibre pour des raisons non seulement écologiques, mais aussi économiques, et ensuite, et ça c'est nouveau dans l'équation, de souveraineté, donc stratégique. Je sais que tu rencontres des politiques. T'en as parlé un tout petit peu d'ailleurs tout à l'heure avec le ministre de l'économie, l'ex-ministre de l'économie. Comment réagissent les politiques quand tu les rencontres ? J'imagine que tu vois pas que le ministre de l'économie, j'imagine que tu vois d'autres ministres. Comment ou ministres ou de leur équipe, comment ils réagissent ? Ils réagissent ni bien ni mal. Je pense que il y a une espèce de prise de conscience du fait que le monde d'avant est terminé, que d'abord la mondialisation au sens très large, où on aurait accès à tout, on serait une société de consommation heureuse, eh bien c'est la gueule de bois. Et donc une espèce de pas de peur, c'est pas ça que je sens chez les politiques, mais d'ahurissement. Ils sont un peu ahuris sur la situation et le manque de solutions. Et donc ils réagissent en ce sens plutôt bien quand un industriel ou un entrepreneur vient leur apporter des solutions. Et effectivement, je vois beaucoup de politiques, mais j'ai toujours trouvé qu'il y avait
une sorte de manque de profondeur de vision à l'heure des discussions sur l'énergie. Et pourtant, je trouve ça assez simple. Quand on repose les grands principes d'une politique énergétique en France et maintenant en Europe, avec les 3 mots qu'on a cités tout à l'heure, avec les 3 piliers. Et donc derrière vient le grand jeu on l'a dit, des lobbies, des machins, qui font que telle ou telle énergie a les faveurs d'eux. Mais j'ai trouvé beaucoup d'échos depuis que j'ai lancé Arverne chez les politiques, évidemment plus depuis les crises successives du Covid et de l'Ukraine, parce qu'ils n'avaient pas le choix. Donc, mais il y a une forme de... d'attentisme et de naïveté, mais je pense que c'est vraiment ce dont souffre l'Europe aujourd'hui, de naïveté par rapport à ce qui se passe, et on va nous écraser si on ne fait rien. Et j'ai toujours eu cette impression que tout le monde a pris un gros coup derrière la tête, et je suis pas totalement sûr même que tout le monde réalise aujourd'hui ce qui est en train de se jouer, et que s'il y a des décisions à prendre, on peut plus trop attendre pour les prendre. Et moi, la géothermie, c'est quelque chose que je vois. Alors on peut dire que je suis à côté de la plaque, ou que je suis entre guillemets visionnaire sur la géothermie, mais je pense que en simplifiant les contraintes, le réel de l'énergie aujourd'hui en France et en Europe, eh bien, on viendrait relativement naturellement à ce fameux équilibre, ce mix dans lequel la géothermie aurait une part beaucoup plus importante que ce qu'elle représente aujourd'hui. C'est 7 TWh aujourd'hui, c'est 1% du chauffage en France. Ok. Quels sont les arguments les plus réalistes ou pardon, je vais te la refaire, mais c'est quoi les meilleurs arguments des détracteurs de la géothermie? Ça, c'est une excellente question. Honnêtement, j'ai pas vu beaucoup de détracteurs. Les gens, comme je le disais, c'est là tout le paradoxe, et c'est là où moi ça m'empêche clairement de dormir. Mais vraiment, il n'y a pas de détracteurs. Il y a les énergies alternatives. Donc la biomasse ou le gaz. Alors le gaz un peu moins, mais les autres ENR ne sont pas détracteurs de la géothermie. On peut prendre un peu plus de place, donc on ne plaît pas forcément à tout le monde, à l'heure où il faut convaincre, et il faut être l'objet d'un choix, mais j'ai pas véritablement trouvé de détracteurs à la géothermie. Ce que j'ai trouvé, c'est des ignorants. C'est au vrai sens du terme, c'est des gens qui ne connaissaient pas, qui n'étaient pas suffisamment éduqués, qui n'avaient pas connaissance de la géothermie. Et donc, en disant cela, l'argument le plus fort des pseudo-détracteurs, c'était « mais on ne connaît pas ». Donc, puisqu'on ne connaît pas, en fait, ça n'a pas d'intérêt. Est-ce que tu ne devrais pas créer un tour opérateur en Islande? Alors, c'est un tour opérateur. Parce qu'ils ne connaissent pas, moi, les emmener en Islande. J'ai créé déjà un camion pizza ou plusieurs, des camions Jamie là, pour faire le tour de l'Alsace et expliquer en faisant du porte-à-porte ce que c'était que la géothermie, ça marche. Avec à l'intérieur un grand écran pour montrer ce que c'est qu'une sismique, du sous-sol, etc. Mais bien sûr qu'on pourrait amener à la fois des décideurs de tout poil, voir des choses qui marchent ici, c'est une bonne idée. L'Islande est un cas particulier, encore une fois, parce qu'on nous dira oui, mais là, la nature fait que ils ont de la chance, etc. Non, il faudrait plutôt aller voir des pays qui véritablement ont fait l'effort et l'ont inscrit dans leur documents stratégiques et qui se sont géothermisés. Je les ai cités tout à l'heure, les pays du Nord, d'Europe du Nord et la Suisse, plus près de chez nous. Il y a des entreprises en France qui ont fait le pari de la géothermie? Alors, Arverne a fait un pari qui est un pari, on va dire, un acte de naissance. Alors non, mais vous, bien sûr, parce que vous le faites. Voilà, donc à part Arverne, il y a des sociétés qui se sont créées sur un modèle géothermique. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a 2 ou 3 autres. Je parle de sociétés qui veulent être producteurs, c'est-à-dire qui veulent vendre de la matière, pas qui veulent inventer un outil ou être sous-traitant ou faire du conseil. Donc il y en a 2 ou 3 autres que je connais, plutôt des petites, des startups. Puis après, il y a les gros. Les gros comme Engie, Dalkia, qui font de la géothermie depuis longtemps, mais qui n'en ont jamais fait un axe stratégique. En fait, ils la font, et sans vouloir les offenser, parce que finalement, on le leur demande. Mais quand on voit les efforts qu'ils font en interne, par exemple en termes de staffing, parce qu'il faut des experts, eh bien, la vérité montre que c'est pas stratégique. C'est bien, il faut en faire. Ça verdit à la fois son image et les réseaux, mais on met pas vraiment les moyens. Donc pour les parents qui nous écoutent ou les étudiants qui nous écoutent, s'ils sont ingénieurs,
ils pourraient aller travailler sur la géothermie parce que c'est un secteur d'avenir. C'est ce que tu dis. Je reçois des CV de jeunes ingénieurs, et pas que des ingénieurs d'ailleurs, des économistes, des gens qui veulent faire de la finance, mais aussi de la technique. C'est un super secteur. Mais pas que d'avenir d'ailleurs, c'est l'énergie d'avenir dès maintenant, quoi. Ouais. Et puis encore une fois, on est sur des choses qui sont du pas complexes du tout au très complexe. Quand je prends la géothermie alsacienne qu'on fait, on extrait du lithium de cette géothermie. Donc là, on va sur le domaine des métaux rares. On a une techno, on a de la propriété intellectuelle. On travaille sur des temps à la fois longs, mais des temps très courts pour sortir ces technos. C'est passionnant parce que on a cette couche qu'on a évoquée tout à l'heure, qui est toujours de le faire en se disant, on sauve la planète. Et moi, je suis optimiste. Enfin, c'est mon moteur. Il faut absolument qu'on puisse dire aux gens qui travaillent pour nous, vous sauvez la planète, vous faites du bien à notre maison commune et à la planète. Mais donc, on a une cause, on sait pourquoi on se lève, et on a un intérêt technique qui est génial. Pour des ingénieurs, des géologues, il n'y a pas mieux que la géothermie, en fait. Tu viens de mentionner cette histoire de lithium. Tu peux nous expliquer, parce que pour le coup, je pense que c'est pas très clair, parce que tu l'as juste évoqué comme ça en 2 secondes, mais... Ouais, et j'aurais dû tout à l'heure répondre à ta question en disant il y a 3 voire 4 types de géothermie. La petite, la géothermie de réseau de chaleur, ça je les ai évoqués. Et puis il y a une autre géothermie qu'on est en train de mettre au goût du jour chez Arverne, à travers Lithium de France, notre filiale strasbourgeoise. C'est la géothermie, donc une géothermie profonde, donc où on va chercher de la haute température, et ensuite on la distribue dans des réseaux, mais qu'on agrémente, qu'on complète avec l'extraction de certaines impuretés qu'il y a dans les eaux chaudes. Il faut pas imaginer que l'eau à 2300 mètres, elle remonte comme de la, comme de la vitelle, quoi. Elle est pas transparente, elle est dégueulasse. Il y a plein d'impuretés dedans, on dirait de la boue. Et dans cette boue, on appelle ça une saumure. Eh bien, on a du lithium, mais on a aussi tout ce qui se termine par homme. Germanium, strontium, métaux rares, moins rares, pas rares. Mais il y a plein de trucs. Il y a 10 ans, on aurait vu ça, on se serait dit, c'est juste un peu chiant parce qu'il faut la purifier, enfin c'est pas top. Aujourd'hui, quand on se dit il y a 200 ppm, 200 particules par million de lithium dans ces eaux chaudes, en fait, on serait quand même un petit peu stupide de pas aller chercher ce lithium ou essayer. Et puis on a essayé de fil en aiguille. On a créé Lithium de France, on a vu qu'il y avait des technos, on a obtenu des permis, l'État nous a fait confiance, on a financé la société, on a mis plus de 50 millions d'euros quand même aujourd'hui en jeu, à risque. Là, on est en train de forer notre premier puits, après avoir obtenu toute la batterie d'autorisation qui, en France, fait passer de ma chevelure à la tienne. Et on va montrer qu'on réussit à extraire du lithium. Donc cette géothermie, non seulement elle va chauffer l'habitant, elle va décarboner des réseaux de chaleur, elle va résoudre des problèmes d'attractivité du territoire parce qu'on va fournir une énergie verte et vertueuse. Mais en plus, on va aller vendre à Renault et à d'autres un lithium qui sera made in France, qui sera vert et qui, on l'espère, sera moins cher parce que la clé est là. On a beau se raconter tout ce qu'on veut ce soir, à la fin des fins, si la géothermie c'est plus cher et si le lithium géothermal est plus cher, oui, ça va game over. Ouais. Exactement. Enfin, je veux dire, c'est très clair. Ouais. On est dans un monde réel. Sinon, c'est les bisounours. Et j'ai pris quelques baffes dans ma vie. C'est pas le moment d'être aujourd'hui un bisounours. Qu'est-ce qui... Parce que ce podcast, il parle beaucoup de donner envie du futur. Là, je pense que tout le podcast, d'une certaine manière, il te dit on a des solutions, donc ça, c'est super. Ce qui te donne de l'élan, toi, c'est quoi en dehors du fait que la géothermie existe, que c'est possible, etc. Qu'est-ce qui te donne de l'élan? Qu'est-ce qui te fait dire on va y arriver? Parce qu'on est dans le vrai. On est sur une thèse qui fonctionne. On raconte des vérités. On est bon, tout simplement. Quand je dis on est bon, c'est-à-dire techniquement, on peut forer dans les temps, etc. Ça fait de nous des bons ingénieurs ou des bons techniciens. Mais on a été bon dans le sens où la géothermie n'existait pas il y a quelques années. Aujourd'hui, on parle de géothermie, donc on fait partie de ces gens qui en ont parlé. Avec succès, je pense. On a une situation et un contexte actuel, que ce soit en France, dans nos régions, dans nos communes, où il n'y a plus un radis, où on ne sait plus comment faire, il n'y a plus de solution, on apporte une solution qui n'a pas été éprouvée, qui n'a même pas été testée quelquefois. Et de fait, les gens ne la connaissent pas. Donc j'ai un espoir immense dans le fait que, en portant aux décideurs, encore une fois, de tous ordres,
cette géothermie comme faisant partie de solutions autres, eh bien, certains vont l'utiliser à bon escient, quelquefois ce ne sera pas utilisé, mais on va réellement apporter on va apporter autre chose. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'on a la clé, qu'on détient la vérité. Je dis on apporte une autre option, et cette option, prenez-la. Elle a beaucoup, beaucoup de vertus. Quelquefois, ça ne marchera pas, mais quand même, se dire, ce truc-là, qu'on voit à Chaudzeg, allez à Chaudzeg, va à Chaudzeg, non, dans le Cantal. Chaudzeg, dans le Cantal, il y a une géothermie naturelle avec une source d'eau chaude à 87 degrés, premier réseau de chaleur en Europe, dans les années, je sais pas s'il y a déjà quelques siècles, je dirais une bêtise, mais ça doit être au 16e ou au 17e siècle. C'est devenu, d'ailleurs, il y a le musée de la géothermie français à Chaudzeg. Okay. Et des thermes. Eh bien, on voit que cette géothermie, les gens s'en servaient il y a très longtemps. On n'a fait qu'améliorer les techniques de forage pour que cette eau chaude puisse bénéficier à plusieurs. Et après, il y a aussi la foi de l'entrepreneur qui fait que moi, j'aime ça. J'ai gagné ma liberté d'une certaine façon en disant certaines choses que je pouvais pas forcément dire ou j'étais pas la bonne personne. Donc tout ça et donc j'intuite aussi beaucoup. Je sens qu'on est dans le vrai, que le contexte aujourd'hui, eh bien, va permettre. Donc c'est une sorte de mal pour un bien. Ce qui se passe aujourd'hui, et c'est toujours comme ça. L'histoire, elle se répète. Je dis pas que la géothermie c'est Jeanne d'Arc, mais il y a une crise. Et donc de cette crise va naître, j'espère, un mieux. C'est hyper important pour moi dans mon moteur, dans ce qui fait que je me motive tous les jours, dans ce qui fait que j'essaye de convaincre mes équipes, les politiques et tout l'écosystème. On est un peu seul quand même dans ce combat. Il y a quelques gladiateurs à côté de moi, mais c'est pas quelque chose d'aussi facile qu'on pourrait croire. Et donc moi, la conviction que j'ai, c'est qu'on apporte une pierre, elle est solide, elle est polie, au sens, elle est belle, c'est une belle contribution. J'aime encore une fois cette image de dire que c'est un peu l'énergie locale, l'énergie de la fragilité presque. On revient dans le tissu des territoires, parler de choses qui aujourd'hui coûtent très cher, on comprend plus rien. Franchement, aujourd'hui, qui comprend la tarification électrique ? Non mais c'est un truc de fou. Eh bien nous, on essaye de porter petite lueur d'espoir dans ce monde des puissants pour essayer de déployer cette géothermie là où on doit le faire, donc normalement au plus proche des territoires. Après, c'est un peu idéaliste ce que je te dis, mais moi j'y crois beaucoup. Si demain on décidait d'investir lourdement sur la géothermie, est-ce qu'on a les filières, c'est-à-dire parce qu'en fait il y a toujours cette question de la mise à l'échelle, les filières pour industrialiser, c'est-à-dire les étudiants, du coup les personnes qui savent, qui connaissent. Tu disais on est très bon sur le forage en France. Je sais pas si c'est lié au métro ou j'en sais rien, mais en tout cas, on est bon sur le forage. Est-ce qu'il y a des filières là-dessus ? Est-ce qu'on a les filières pour les ouvriers ? Est-ce qu'on a des filières pour toute l'ingénierie ? Est-ce que ça existe en France ? On a tout. Et c'est ça qui me fait dire que ce club, j'appelais ça des énergies souveraines, décarbonées, pilotables avec le nucléaire et l'hydro, plus la géothermie. Alors attention, encore une fois, sans mettre de côté les autres, c'est pas l'idée. Mais c'est le même topo, c'est le même thème. Parce que, encore une fois, il y a cette notion de pilotabilité, c'est des mots forts, hein, souveraineté, enfin, on met le paquet, mais il y a l'expertise. Et de la même façon qu'il y a 30 ans, quand un ingénieur du nucléaire français parlait dans une salle à un colloque international, il n'y avait pas un bruit, mais c'était pareil dans le pétrole. Le pétrole était une espèce de pas chasse gardée, mais tu vois, de maison d'excellence à la française, où, eh bien, grâce à Schlumberger, Total, Elf, tous ces grandes épopées du pétrole, eh bien, on a formé des dizaines, des milliers, des dizaines de milliers d'experts. Ils vieillissent, les pauvres. Alors, ils sont toujours en Afrique bien payés à forer des trous pour des pétroliers, mais il serait temps de les rapatrier et surtout d'aller former les gens. Il n'y a plus aujourd'hui de diplôme autour de ces métiers. L'université de Lannion en Bretagne, je crois, est une des dernières à former des foreurs, etc. Aujourd'hui, il n'y a plus de diplôme. Donc, on a encore quelques universités, écoles qui forment des géologues, typiquement l'école de Nancy, l'école de géologie de Nancy. Je crois qu'il y en a une à Fontainebleau. Enfin, il y a des belles écoles de géologie. Par contre, sur les métiers opérationnels, il n'y en a plus. Or, ça a été Alors après, il y a des masters à l'IFP, par exemple, l'Institut français du pétrole, qui continue à délivrer des spécialisations, des spécialités. Je suis passé par là. Mais on n'a plus de quoi aller chercher les ingénieurs au lycée pour leur dire vous allez pouvoir passer tel ou tel diplôme dans un métier qui est passionnant. Il y a un truc qui m'a toujours frappé dans mon métier.
des choses qui m'ont plu, d'autres moins plu dans ma première vie pétrolière. Mais il y a toujours un truc qui m'a frappé, c'est qu'on a affaire à des passionnés. Il y a certains domaines comme ça dans la vie, hein, et notamment la vie professionnelle, où on a affaire à des passionnés. Les gens s'engueulent beaucoup d'ailleurs, mais voilà, c'est un métier de passion, le sous-sol. Il suffit de relire Jules Verne, quoi. C'est un peu ça. On met pas la tête dedans, donc on imagine. C'est tout un univers, et ça, c'est des passions extrêmement fortes. Donc il faut absolument remettre ça au goût du jour. Parfait. Merci beaucoup. Je vais te poser une question piège parce que je t'avais pas posée avant qu'on fasse l'épisode, donc je te la pose là, mais ça va être un peu difficile de répondre. J'en ai conscience, donc prends ton temps. C'est quoi le savoir le plus inutile que tu connaisses? Le moins utile, tu veux dire? Le plus inutile? C'est pas forcément lié. Hein. Non, c'est pas un savoir, mais non, et encore c'est faux, j'allais dire la vulgarisation, c'est pas une science, mais il y a un danger à trop vulgariser, même si c'est archi nécessaire. La science la plus inutile. Non, pas l'information, ça peut être, j'en sais rien, par exemple, pourquoi les balcons, dans les immeubles haussmanniens, les balcons sont au 2e étage, tu vois. Enfin, ça peut être un truc très basique qui n'a rien à voir avec le schmilblick. Joker, donne-moi du temps. Non, ok, c'est pas une science, c'est pas une connaissance. Non. Un savoir que t'as une information. Non, mais c'est pas une information particulière. C'est justement la science de ceux qui pensent avoir de la science. C'est l'espèce de condescendance qu'on retrouve beaucoup et qui fait dire pas mal d'âneries ou qui éloigne de l'essentiel. Coluche l'appellerait la connerie, mais c'est pas non plus une connaissance ou une science. Non, c'est pas une connaissance. Et juste pour finir, le podcast s'appelle Vlan. Donc, je veux savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte. Ouvrir et où claquer, comme tu veux. À quoi je veux? Ouais. Ouvrir la porte à l'espérance. Et honnêtement, pour moi, le podcast et l'échange qu'on vient d'avoir, pour lequel je te remercie, ça vient refouiller, creuser en moi toute la passion et le pourquoi j'ai créé ça. Je me prends pas pour un autre, je pense. Il y a un vrai combat derrière qu'il faut, je pense, mener. On sera peut-être vu comme un peu précurseur, mais j'ouvre la porte à tous les jeunes notamment qui nous écoutent. Il faut pas avoir peur de se lancer faut avoir de l'audace. Alors pour les entrepreneurs et ceux qui le sont moins, aller vers ces métiers qui sont des métiers de passion. Donc c'est une ouverture vers l'espoir. Une de tes questions tout à l'heure m'a fait penser que moi je pense être optimiste de nature, mais assez pessimiste d'intelligence. Parce que quand on voit ce qui se passe, c'est quand même pas Jojo, c'est pas rigolo. Mais une grande ouverture de porte vers l'espoir, voire même l'espérance, hein, cette petite vertu. Parce que tant qu'il y a des gens, j'allais dire comme nous, qui cherchent, qui creusons, qui discutons, qui convergeons ou divergeons quelquefois, honnêtement, il y a de l'espoir, c'est ça qu'il faut. Et puis Vlan, parce que j'en ai un peu marre je ferme la porte aux idées reçues, ou j'en ai marre justement de ceux qui affirment sans connaître, ou qui prennent, pire, des décisions sans savoir, ou qui jugent tout simplement, pas simplement sur des domaines professionnels ou techniques, mais voilà, il y a un ras-le-bol de cette... je sais pas si c'est cette époque, mais je sais pas si c'est une question d'accès à l'information, au réseau, etc., mais un peu d'humain, un peu de chaleur, de discussion. En fait, je veux dire, ça fait longtemps que j'ai pas discuté comme ça 1 heure sur des sujets variés, mais ça fait tellement de bien, et sans téléphone. Donc voilà, un peu un ras-le-bol. Et d'ailleurs, moi, je suis pas au bout du rouleau, mais fatigué, parce que je donne beaucoup. C'est aussi parce qu'il manque ce lien. Donc voilà, vive le lien, et merci beaucoup. Merci beaucoup, Pierre. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.